Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un live, il est 22h24. Dans ce live où j'avais envie de vous dire que j'avais pas vraiment de sujet aujourd'hui dont j'avais envie de parler. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Je suis là, super. Et en fait, j'ai pas grand chose à dire. Coucou, oui, coucou. J'ai pas grand chose à dire parce que trop top horaire. Top horaire, oui, il est tard. Et j'ai passé une journée à regarder le matériel Montessori, etc. Ça va, je suis heureuse d'être connectée au bon moment. Super. Et coucou, il y a Elisa aussi. Alors, j'ai passé une journée à regarder du matériel Montessori, à creuser encore plus ce sujet par rapport à cette pédagogie. Et du coup, j'ai pas de sujet en fait à aborder dans ce live, même s'il y a plein de sujets que je peux aborder. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas l'inspiration pour aborder un sujet spécifique. Mais comme j'ai mon défi live de faire des lives tous les jours pendant 365 jours, je voulais quand même me présenter aujourd'hui. Et même si j'ai pas de sujet, vous dire tout simplement que voilà, il y a des jours où même si il y a plein de choses dont on pourrait discuter, j'ai pas forcément l'inspiration au jour d'aujourd'hui. Parce que pourtant j'ai passé une super journée et j'ai adoré ce que j'ai fait. Et plus je creuse sur la pédagogie Montessori véritablement par moi-même, plus je me dis c'est fou ce qu'il y a derrière, c'est vraiment top. Et en même temps, j'ai pas l'impression que ça soit forcément la réalité dans les écoles. Mais ça, je pense qu'on en parlera plus tard. On en parlera en fonction de l'avancée de certains projets en ce moment. Voilà. Je n'ai pas de sujet spécifique au jour d'aujourd'hui. Je sais pas si les filles qui sont connectées ont une question. Si vous avez des questions spécifiques auxquelles je peux répondre durant ce live là. Sinon, c'est pas grave, on va fermer le live et puis on se retrouvera demain avec plus d'inspiration. J'attends quelques minutes pour voir si vous avez des questions. Sinon, oui. Vas-y, dis-moi Myriam. Il y a une troisième personne connectée? Ah non, 2 personnes. Ok. On va attendre que Myriam pose sa question. À l'époque, tu m'avais parlé... Je t'avais parlé de... d'une méthode pour aider l'enfant à jouer plus en autonomie. Oui. Oui. Ça met du temps à arriver. Alors, si tu peux expliquer Myriam, c'est-à-dire, t'as essayé de mettre en place des choses et du coup ça fonctionne pas avec ta fille, t'as l'impression qu'elle joue pas par elle-même ou c'est quoi concrètement la problématique? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces méthodes de jeu en autonomie? Ça met du temps à arriver pour les messages. Ah, ok, d'accord. Alors, cette méthode pour favoriser le jeu, l'autonomie des enfants,
dans le jeu, dans la créativité, etc. C'est une méthode que moi-même j'ai commencé à mettre en place depuis... je pense que c'est depuis mai ou mars. Non, mai je pense. Coucou la petite Mo, j'espère que tu vas bien. Donc cette méthode, donc j'ai commencé à la mettre en place en mai et c'est fortement inspiré. En fait, je suis tout simplement le programme de Avital. Avital du... alors, son compte sur Instagram et sa chaîne YouTube, c'est The Parenting Junkie. Il y a le réservoir affectif à remplir, bien sûr. Mais a-t-il des méthodes concernant le jeu, l'autonomie dans la délaissée? Ok, d'accord, je comprends. Alors, donc, la méthode que je suis par rapport à justement le développement de l'autonomie pour les enfants dans le jeu, parce que moi c'était beaucoup ma problématique aussi, c'est que ma fille ne jouait pas du tout toute seule, pas du tout, du tout, du tout. Elle avait toujours besoin justement qu'il y ait quelqu'un avec elle. Sans étoile, pas dans... Désolée. Alors attends, j'ai pas compris Myriam, il faut que je remonte. Sans étoile, pas dans désolé. J'ai pas compris. Ok, c'est pas grave. Je vais continuer et puis peut-être le message arrivera. Donc la méthode que je suis par rapport à ça, je disais, c'est The Parenting Junkie. Vous pouvez chercher sur YouTube. Donc c'est Avital. Alors c'est en anglais. Du coup voilà, faut quand même comprendre l'anglais et je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Je sais que Myriam, par exemple, tu me disais que c'était pas forcément hyper facile pour toi. Donc en fait en quoi ça consiste pour le jeu, elle organise son espace en différentes zones qui ont chacun des buts différents par rapport justement au jeu de l'enfant, à l'autonomie de l'enfant, à ce qu'il va pouvoir effectuer dedans. Dans mon précédent message, j'ai écrit dans à la place de sans la délaisser. Oui, bien sûr, ok, j'avais compris. Donc, elle... comment dire? Donc, elle organise différentes zones dans sa maison. Alors, je vais vous dire les zones. Les zones, c'est la zone imagination, la zone imaginaire. Donc, c'est la zone, en fait, qui va contenir tous les jeux qui sont un peu plus ouverts. C'est-à-dire que c'est des jeux que l'on peut utiliser de la façon que l'on souhaite. Où on peut utiliser véritablement l'imagination. C'est pas des jeux comme les puzzles ou les jeux de société qui ont un but. Là, ce sont des jeux qui sont ouverts à l'imaginaire, à l'utilisation, à la créativité, mais la créativité de l'esprit dans la manipulation. Je pense que vous voyez. Typiquement, c'est les maisons de poupées, c'est les caplas, c'est tout ce qui est les jeux de construction. Voilà. Donc, il y a une zone pour ça. Il y a une zone dans laquelle on met justement ces jeux-là. Alors, ça va être long cette vidéo. Du coup, Myriam, tu vas poser une question. Ça va être long. Je vais essayer de faire court. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser aussi directement par message sur Instagram. Parce que peut-être que j'aurais pas tout couvert là. Mais bon, voilà. Vous avez cette première zone qui est de l'imaginaire. Où vous mettez tout ce qui correspond à l'imagination, les déguisements, les jeux de construction, par exemple les sets de train, vous savez, les circuits de train à construire, fais-le sur de live. Désolée d'avoir lancé un sujet long. Pas de souci. Oui, au pire on le fera sur de live. Au pire je continuerai demain, mais c'est pas grave. Donc première zone, la zone de l'imaginaire. Deuxième zone, la zone de la créativité.
Donc ça va être tout ce qui est coloriage, peinture. Qu'est-ce que ça va être? Perles, gommettes. Qu'est-ce que ça peut être encore? Les feutres, la pâte à modeler, l'argile. Voilà, vous voyez le truc. Dans une zone, vous avez tout ça. Donc tout ce qui est autour de la créativité. Avec, oui, les pompons, les fils de chenille, tout ça. Et donc, dans cette zone créativité, vous avez forcément aussi un endroit où l'enfant va pouvoir faire ça. Donc ça veut dire que c'est une zone dans laquelle il y a aussi une table, un bureau ou une table avec une chaise pour l'enfant. Ça, c'est la deuxième zone. Troisième zone, c'est la zone calme. La zone calme, la zone où l'enfant va pouvoir lire, l'enfant va pouvoir aller dans cette zone pour être tranquille. Donc c'est ce qu'elle appelle la quiet zone. Donc ce que vous avez dans cette zone, moi ce que j'ai, c'est tout simplement, je lui ai fait un petit, c'est sur une mezzanine, nous, et du coup je lui ai fait un petit tipi, voilà, pour que ça fasse un peu cosy, avec 2-3 coussins, et ensuite il y a un livre. Coucou Janice, coucou Julie, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, là dans cette zone, vous avez ensuite donc tout ce qui est autour de tout ce qui est de la lecture, tout ce qui est cosy, tout ce qui est tranquille. Donc ça c'est la troisième zone. La troisième zone. Et alors la quatrième zone. Coucou Firda. Et ben il y a du monde ce soir. Je pensais ne pas faire de live et finalement il y a du monde. Donc la quatrième zone, c'est la zone, tout ce qui est autour du mouvement, de la mobilité, de là où ils vont pouvoir décharger l'énergie qu'ils ont en trop. Donc, dans cette zone, vous pouvez avoir plein de choses. Ça dépend justement de l'espace que vous avez. Vous pouvez avoir un mur d'escalade. Ça se fait. Je ne le savais pas, mais on peut avoir des murs d'escalade à l'intérieur de chez soi. Il suffit de le fixer au mur. Les filles, Nadia nous explique comment gérer les espaces de jeu pour aider son enfant à jouer en autonomie. Prenez-en de la graine. Oui, on parle des différents espaces que vous pouvez organiser dans votre maison ou dans votre appartement pour pouvoir faire en sorte que votre enfant trouve tout ce dont il a besoin pour pouvoir jouer en autonomie sans avoir besoin de chaque fois vous demander de jouer avec lui. Donc cette quatrième zone, je disais, donc on a déjà vu 3 zones pour ceux qui viennent d'arriver. Il faudra regarder le replay. Je récapitulerai après, mais pour avoir les détails, regardez le replay. Donc la quatrième zone, c'est la zone que je disais, mouvement, mobilité. Donc je disais un mur d'escalade, ça peut être possible. Vous avez aussi les planches là d'équilibre qui sont utilisées aussi. Je crois que c'est apparenté à Montessori aussi. Bon, les planches d'équilibre. Vous pouvez avoir les échelles aussi d'équilibre. Ça aussi, je crois que c'est utilisé plus. Bon, quand vous tapez sur internet Montessori, mobilité Montessori, il y a des choses qui apparaissent. Mais pour ces jeux d'escalade, pour ces jeux où vous montez, vous descendez, où il y a un peu de grimpe, etc., faut quand même de l'espace. C'est bon pour ceux qui ont une maison et pour ceux aussi qui ont un extérieur, ça peut être à l'extérieur. Mais elle recommande quand même d'avoir quelque chose à l'intérieur et moi aussi je le recommande fortement parce que justement quand il pleut, ce n'est pas possible. Ou alors, des fois, vous voulez faire des choses, vous voulez cuisiner, vous voulez faire le ménage pendant que votre enfant joue et votre enfant ne va pas aller jouer dehors tout seul parce qu'il a besoin d'être à proximité. Donc moi, je recommande quand même d'avoir des choses qui sont possibles d'être utilisées à l'intérieur. Donc, vous avez des solutions, comme je vous disais, pour ceux qui ont une maison, pour ceux qui ont beaucoup d'espace à l'intérieur. Pour ceux qui n'ont pas d'espace,
comme moi, parce que moi j'ai un petit appartement, j'ai un appartement voilà, de 59 mètres carrés dans la région où je suis. Les grands espaces, c'est très très cher. Donc, ce que j'ai, c'est ce que vous voyez là. Là. Alors là, il est plié. Mais ce truc-là, c'est ce qui sauve ma vie au quotidien. Ce qui a sauvé ma vie au quotidien pendant beaucoup de temps. Aujourd'hui, plus trop parce que ma fille est vachement dans l'écriture, donc on passe beaucoup de temps à écrire. Mais ce que je vous ai montré, c'est un hamac de yoga aérien. Donc vous pouvez regarder sur Amazon ou vous pouvez regarder dans ma bio, parce que dans ma bio, il y a justement le lien. Vous cliquez sur zone motricité libre et vous atterrissez directement sur ça. Et ce truc, c'est top parce que c'est basiquement en fait une balançoire d'intérieur. Et votre enfant, il peut faire tout là-dessus. Il peut faire de la balançoire, il peut escalader le truc, il peut monter le truc, il peut tourner dans tous les sens, il peut vachement exercer aussi ses muscles au niveau des bras. Donc à partir, je pense, de 2 ans et demi, déjà, les enfants peuvent utiliser ce truc, le hamac de yoga aérien. J'avais fait aussi un réel par rapport à ça et si vous retombez dessus, vous voyez justement ma fille qui fait des toupies, qui va dans tous les sens et elle adore vraiment ça parce qu'elle peut faire énormément de choses et c'est super pratique parce que c'est du tissu, donc c'est facile à laver. Ça, il n'y a pas de risque de casser des choses à côté parce que c'est hyper souple. Et j'ai juste mis en dessous un tapis de gym pour que ça lui permette, voilà, si elle tombe, alors il est pas haut, hein, il est adapté à sa taille, mais si elle est un peu haute et qu'elle glisse, par inadvertance, elle ne se fait pas mal. Donc ça, c'est la 4e zone. Moi, j'ai mis ça parce que je trouve que c'est le mieux. Parce que vous avez tout là-dedans. L'escalade, la balançoire, on tourne dans tous les sens, on fait de la gym. Et maintenant, elle a une force dans les bras, c'est dingue. Donc pour moi, c'est le mieux. Mais après, si vous avez plus d'espace, bien sûr, vous pouvez incorporer d'autres choses. Alors attendez, je vais prendre les commentaires aussi. Parce qu'il y a Janie qui m'a dit... les coques de tortue aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, lol, oui. Et ça prend pas énormément de place, l'enfant s'assoit dedans et il est en équilibre. Oui, tout ce qui est autour de l'équilibre, exactement. Les coques de tortue, il y a tellement de choses que vous pouvez trouver sur internet. Tu peux nous donner le prix du hamac? Ah, alors, ça devait être pas plus de 60 € je crois. Si tu regardes Myriam dans le lien dans ma bio, il y est. Et c'était pas des prix exorbitants. Hein. C'était pas des prix exorbitants, je crois que c'est 60 € maximum. C'est juste qu'il faut le fixer au plafond. Donc voilà, il faut avoir... Oui, non, c'est très correct. C'est très correct. Et en plus, pour la solidité, l'usage qu'on en fait tous les jours, vraiment, c'est top. Et c'est juste que voilà, il faut le fixer au plafond. Donc il vaut mieux avoir un mari bricoleur ou être bricoleur ou demander à quelqu'un qui est bricoleur parce que c'est quand même la sécurité de son enfant. Donc il faut faire juste attention au niveau de ça. Mais sinon c'est top. Et la 5e zone, c'était la zone... Alors ça, c'est les 4 zones. Les 4 zones que je vous ai présentées, c'est les 4 zones dont elle parle. Et la 5e zone, c'est pour les personnes qui font l'école à la maison, où elle explique une zone spécifique avec une table et une chaise et tout le matériel par rapport à l'école à la maison. Par rapport au support de l'école à la maison, c'est aussi l'optimum. Donc... En fait, quand vous organisez l'espace comme ça, pour votre enfant, avec ces différentes zones, votre enfant va savoir où trouver les choses. Donc, il va savoir où aller chercher par lui-même les choses qui va lui permettre de répondre à ses besoins du moment.
ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'un enfant, quand il joue, il a besoin d'être à proximité de son parent. C'est-à-dire qu'un enfant ne va pas aller jouer à 50 mètres de vous. Pour qu'il puisse jouer en autonomie, coucou Célia, j'espère que tu vas bien. Pour qu'un enfant puisse jouer en autonomie, il faut que l'enfant soit quand même à proximité de vous. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de placer tous ces choses dont je vous ai parlé, ces différentes zones, dans un endroit qui n'est pas très loin de là où vous êtes au quotidien. Moi, c'est la majorité de ces choses-là, à part la zone calme, donc la partie de lecture qui est dans la chambre, toutes les autres zones sont dans mon salon. Coucou Mégane. Toutes les autres zones sont dans mon salon parce que je passe mon temps soit entre le salon, soit entre la cuisine, soit sur le balcon à étendre le linge. Donc en fait, c'est dans le même périmètre. Et c'est beaucoup plus simple parce que ma fille, elle me voit, elle m'entend, elle sait que je suis là et elle peut jouer facilement en autonomie parce qu'elle sait que je suis là. À partir du moment où je sais que beaucoup ont par exemple des salles de jeu qui sont séparées, qui sont à l'étage ou qui sont dans une autre pièce loin du reste de la maison. Et ça risque de ne pas fonctionner si vous faites ça parce que surtout si votre enfant est le seul, s'il n'y a pas de fratrie. Parce qu'il a besoin d'être entouré, il a besoin d'être dans un groupe, donc il a besoin d'être à côté. Idem, moi, quasi tout est dans le salon. Vivana, pardon. Exactement. Exactement. Myriam, et je crois qu'on est aussi beaucoup de mamans à galérer quand tu dois bosser, plus ton enfant est présent. Oui, alors, oui, exactement. Donc, par rapport à l'autonomie, je continue Myriam pour te donner les clés aussi par rapport à ça. Donc, les zones doivent être à proximité de vous. Donc, ça aide, voilà, si tu dois travailler en même temps que tu as ton enfant, ça aidera le fait que ça soit à côté de l'endroit où tu travailles. Donc, par exemple, si tu travailles dans le salon, si tout est dans le salon, c'est beaucoup plus simple parce qu'elle te voit, elle sait que tu es là et c'est beaucoup plus simple pour elle et pour toi. L'autre truc que je voulais ajouter par rapport à ça, c'était quoi ? J'avais autre chose. Oui, ça me revient. Aussi, la faute. L'erreur que l'on fait aussi beaucoup en tant que parent, c'est que l'on a tendance à utiliser le jeu comme moment de connexion avec nos enfants. Alors, ce qu'elle explique aussi à Vital dans The Parenting Junkie sur son compte, c'est que à partir du moment où vous utilisez le jeu comme moment de connexion, l'enfant va forcément vouloir vous demander de venir jouer avec lui parce que justement, ça va être le moment de connexion. C'est comme ça qu'il nourrit son besoin de connexion. Ce qu'elle propose au contraire, c'est justement d'amener petit à petit l'enfant à jouer seul. Ça s'est mis en pause parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc ce qu'elle propose, c'est d'amener l'enfant à jouer seul, petit à petit. Donc d'être présent au début, mais petit à petit, de le laisser de plus en plus jouer seul, jouer longtemps seul. Bien sûr, on ne va pas lui dire « va jouer tout seul ». On l'accompagne petit à petit vers ça. Et ce qu'elle propose au contraire, c'est justement de nourrir son besoin de connexion au quotidien, de nourrir son besoin d'amour, son besoin de contact avec nous à travers d'autres moments que le jeu, à travers le moment du repas, à travers le moment du change pour les bébés,
à travers le moment des sorties à l'extérieur, à travers les moments où on cuisine tous ensemble. Mais voilà, différents moments en dehors du jeu. Parce que c'est vrai qu'on a tendance beaucoup en tant que parents dans cette société moderne à ne connecter avec nos enfants qu'au moment du jeu. Et là, elle propose de renverser l'équilibre, de le faire en dehors de ces moments pour que justement l'enfant s'habitue justement à trouver cette connexion en dehors du jeu et qu'il puisse jouer justement en autonomie et de façon plus indépendante, tout simplement. Donc voilà, c'est la chose que je voulais rajouter. Et est-ce que j'avais d'autres choses à rajouter? Oui, par rapport à ta problématique, Myriam, c'est ça. Bosser en plus d'avoir l'enfant présent. De mon expérience et aussi de ce qu'elle explique, c'est que le jeu en autonomie ne remplace pas une nounou. C'est-à-dire que le jeu autonome, ce n'est pas un mode de garde. Et c'est ce que je vois aussi, c'est que même si l'enfant va jouer en autonomie, déjà il y a la période d'accompagnement, la période où il va falloir l'accompagner pour qu'il développe ça, mais en plus, il y aura toujours des moments d'interruption. Et c'est pas vous ne contrôlez pas les choses. C'est-à-dire que l'enfant peut jouer seul, comme l'enfant ne peut ne pas jouer seul à ce moment-là parce qu'il ne se sent pas bien, parce que c'est pas ok à ce moment-là pour lui. Et puis il peut y avoir aussi plein d'interruptions parce que c'est tout simplement la nature de l'enfant. Donc on peut essayer de faire les deux en même temps. On peut essayer justement de favoriser l'autonomie à travers le jeu pour avoir plus de temps pour bosser. Mais la vérité, c'est que ça ne remplace jamais le fait d'avoir quelqu'un, une nounou, un véritable temps de garde. Peux-tu nous remontrer le hamac vite fait aussi avant que ta batterie lâche? Oui. Alors, le voilà. Je vous le montre, hein. Ok. Voilà. Oh. Je sais pas si vous voyez bien, je pense que vous voyez pas super bien. Mais voilà, quand vous regardez dans le lien dans la bio, vous avez les photos sur Amazon et tout. C'est exactement le même, exactement celui que j'ai acheté. Et vous voyez exactement comment c'est. Mais voilà. C'est globalement ça. C'est un bout de tissu suspendu en l'air. Mais voilà. Donc, travailler en même temps que avoir... Alors, oui, travailler en même temps que avoir son enfant présent. Alors, faut voir selon la nature de l'enfant. Bien sûr, on peut essayer de favoriser le jeu en autonomie pour ça, tout en considérant que, voilà, on va être interrompu durant ces moments-là, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas les choses, parce qu'on n'a pas non plus une nounou là à disposition, l'enfant est quand même avec nous et on est là pour répondre aussi à ses besoins. Donc il y a ça à prendre en considération. Mais ce que je pense aussi véritablement, c'est que à partir du moment où l'enfant est absorbé dans une activité qu'il peut mener justement de manière autonome, on va avoir du temps, un certain temps pour soi. Donc ce que je disais aussi, Myriam, et ce que je suis en train de voir aussi, c'est que peut-être tu peux t'orienter justement vers la pédagogie Montessori. Je sais que ta fille va avoir... Elle a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Donc peut-être t'orienter aussi vers la pédagogie Montessori et commencer à lui proposer des ateliers autour de ça. Parce que justement, ce sont des ateliers qui vont capter véritablement l'attention de l'enfant. Des ateliers où en fait tu lui présentes 1 fois, 2 fois, et à partir du moment où tu lui as présenté, l'enfant va vouloir faire les choses lui-même et du coup va travailler en autonomie par rapport à ça. Donc ça peut être aussi quelque chose à creuser, à véritablement creuser. Voilà.
Est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à ça? Je ne pense pas. Je crois que c'est bon. Je sais pas si tu as d'autres questions, Myriam, par rapport à ça. Mais vraiment, oui. Par rapport à la pédagogie Montessori, Myriam, il y a beaucoup de choses qui sont orientées autour de la vie pratique. Il y a beaucoup de choses, en fait, que des enfants de 2 ans et demi peuvent faire et qui sont super intéressants. C'est pas... ça va pas être apprendre les mathématiques et à écrire à 2 ans et demi. Non, non. Là, ça va être du transvasement, ça va être... Enfin, il y a tellement de choses à explorer là-dedans. Et je trouve ça hyper intéressant. Là, à chaud, non. Montessori, on le fait avec le bouquin que tu m'as prêté. Alors oui. Alors, ouais, je t'ai prêté un bouquin et ça, je dirais que c'est pour les amateurs de Montessori du dimanche, je dirais. C'est pour proposer des petites activités comme ça pour compléter le dimanche ou le samedi, etc. Mais si tu veux vraiment, je pense justement avoir ce temps où elle est en train de travailler en autonomie, ça serait vraiment d'y aller à fond. Oui, oui, ouais, tu rigoles et moi aussi je rigole. Et oui, parce que moi aussi, quand j'ai commencé ça, ma fille, en fait, elle allait en école Montessori, donc je m'étais pas forcément penchée véritablement sur la pédagogie Montessori à fond parce que je me disais, elle va à l'école Montessori et que moi, je travaillais en plus à ce moment-là dans mon ancien job. Je n'avais absolument pas le temps de me former véritablement à fond là-dessus. Mais là, je suis en train de creuser à fond le sujet et je vois que c'est absolument adapté pour des enfants de 2 ans et demi et que c'est très certainement plus la réponse pour toi pour avoir des ateliers, pour mettre en place en fait tout un environnement pour elle, pour qu'elle puisse faire les choses en autonomie, des activités en autonomie et pour que tu puisses travailler en fait à côté d'elle. Je pense peut-être que c'est même plus adapté que le jeu en autonomie. À mon avis, les deux en complément vont être génial. Mais le jeu en autonomie, en tout cas, moi, pour l'avoir testé avec ma fille, c'est pas suffisant. C'est pas assez stimulant pour elle. Donc, ça dépend des enfants. Mais moi, je sais que c'est pas assez stimulant pour elle. Et là, je commence à lui proposer de plus en plus de choses à la maison par rapport à l'écriture, etc. Et en fait, elle adore. Ce matin, on a passé 2 heures là-dessus et elle a adoré. Donc Vivana, tu dis Montessori c'est génial, mais il faut être très attentif aux périodes sensibles. Exactement. C'est pour ça, Myriam, il faut te former par rapport à ça. Moi, j'avais essayé et j'avoue, gros flop, mais sans doute que je n'ai pas su bien les observer. Oui, je pense qu'il faut véritablement y aller à fond. Quand on décide d'aller dans la pédagogie Montessori et le mettre en place chez soi, il faut y aller à fond, il faut se former véritablement pour comprendre les périodes sensibles et pour comprendre quel matériel proposer selon les périodes sensibles et puis savoir présenter en fait à chaque fois les différents ateliers. Et puis pas former aussi. Oui, je pense que c'est le gros défaut. C'est comme ce que je disais à Myriam, parce que Myriam, je lui envoyais un livre par rapport à la pédagogie Montessori que j'ai utilisé quand ma fille, je pense, avait 2 ans et demi. Et je n'étais pas formée à la pédagogie Montessori. C'était juste comme ça, pour débuter les choses. Et comme je dis, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose là-dedans et c'est pas forcément... Les périodes sensibles ne sont pas expliquées. La philosophie n'est pas forcément bien expliquée non plus. C'est vraiment pour les amateurs de Montessori du dimanche. Voilà. Donc, Myriam, je peux te conseiller de te former. Tu as une ressource sympa pour trouver des ateliers Montessori. Célia, tu nous demandes ça. Alors, attendez, je vais lire les commentaires. C'est à partir de 18 mois et tu me l'as envoyé. Manel avait à peu près 14 mois. Exact. Quand tu dis se former, tu veux dire se former en autodidacte où il existe une formation de base. Alors... C'est à vous de voir. Si vous avez du temps
pour lire les livres de Maria Montessori, pour lire des livres autour de la pédagogie Montessori, pour regarder des vidéos, par exemple, il y a Céline Alvarez qui a beaucoup expliqué de la pédagogie Montessori, qui fait des vidéos autour de la pédagogie Montessori, parce qu'elle a utilisé ça en école. Vous pouvez vous former, je pense, véritablement en autodidacte, en regardant des vidéos par rapport à ça, en lisant des blogs, en lisant des livres. Donc c'est possible, Célia. Je pense véritablement que c'est possible. Moi, pour vous dire, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller chercher toutes les ressources et dans tous les sens. Et je n'ai pas non plus l'envie de faire le travail par moi-même, d'aller chercher des trucs partout, de chercher le cheminement, etc. C'est pas mon truc. Donc, moi, j'ai pris une formation. Voilà. J'ai pris une formation. J'ai pris la formation de Bonheur Montessori. Donc, vous la trouvez sur Instagram, Bonheur Montessori. J'ai pris sa formation parce que j'ai l'impression qu'il y a tout dedans. Il y a la vie pratique, il y a le sensoriel, il y a le langage, il y a les mathématiques, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si elle couvre absolument tout, mais j'ai l'impression qu'elle couvre énormément de choses déjà. Alors, je remonte le fil. Célia va encore nous acheter une formation. On aura peut-être un prix pour 2. C'est d'ailleurs ce pourquoi les gens achètent des formations. On pourrait trouver toutes les infos sur tous les sujets, mais ça prendrait du temps de malade. Exactement. Oui, exactement. J'ai pas le temps non plus. C'est ça. Je pense que c'est ça. Alors qu'il y a une formation, tu as tout l'essentiel dans un package. Exactement. C'est le but des formations, c'est le but des coachings, c'est d'avoir toutes les informations des personnes qui ont appris les choses, qui ont dépassé les challenges, qui ont dépassé les difficultés et qui vous mettent tout sur un plateau et voilà. Donc moi, c'est le choix que j'ai fait parce que pas le temps, pas l'envie et surtout, oui, pas le temps. Ça m'aspire un petit poste. Oui. Donc voilà. Si vous voulez, voilà. Formez-vous. Moi, je pense que c'est le plus simple. Véritablement. Donc le prix, Myriam, je crois que c'était... je suis pas sûre. 297 €. Je crois que c'était le prix de la formation. Ou peut-être moins, ou 197. Bon, c'était dans les 300, moins de 300 €. Pardon. La formation était à moins de 300 € pour la pédagogie Montessori. Voilà. Donc, je ne l'ai pas terminée. Parce que ça se débloque au fur et à mesure. Et déjà, de ce que j'ai vu, c'est plutôt pas mal. Alors, Myriam, t'es comme Célia, tu te rappelles plus des coûts de formation. C'est correct du coup. Oui, non, je me rappelle pas forcément de tous les coûts à chaque fois. Big love Célia. Oui. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc si tu veux, Myriam, aussi te former par rapport aux différentes zones à mettre en place, justement dans la maison, les différentes zones dont je parlais. Donc tu peux voir sur la chaîne YouTube The Parenting Junkie. Elle explique les choses là-dessus. Les meufs surformées quoi. Blague à part, merci Nadia. Oui, surformé, je pense pas. Je pense pas qu'on soit surformé. Merci pour les infos, merci pour tous tes lives, merci pour ton partage d'expertise. Mais de rien.
De rien, de rien. Écoute, je suis honorée de pouvoir partager ça dans mes lives pour pouvoir répondre à vos questions et surtout vous apporter des réponses concrètes à vos problèmes. Juste pour dire par rapport à la surformation, je comprends ce que tu veux dire, Myriam, mais je pense pas qu'on soit surformé dans cette société parce que il y a tellement de choses qui se sont perdues, tellement de choses, de connaissances qui se sont perdues dans cette société parce qu'on n'a justement plus du tout cette transmission de génération en génération, ni ce partage entre frères et sœurs, entre familles, entre villages. On a perdu tellement d'informations, tellement de connaissances, tellement aussi d'expériences vis-à-vis des enfants, parce que très souvent, enfin moi je parle pour moi, mais je sais que c'est pour beaucoup de mamans, les premiers enfants que l'on connaît véritablement, ce sont ces enfants. Alors qu'avant, je pense que les premiers enfants que l'on connaissait, c'était les enfants des différentes personnes dans notre famille, parce qu'on devait être certainement beaucoup plus en contact avec eux. Et on avait du coup, en tant que parents, déjà tout un bagage qu'on n'a plus maintenant dans cette société. Donc, je pense véritablement en fait que la consommation que l'on fait d'informations au jour d'aujourd'hui, la consommation que l'on fait de connaissances au jour d'aujourd'hui en tant que parents, surtout quand on souhaite mettre en place une parentalité respectueuse, quand on souhaite mettre en place une parentalité qui soit bienveillante, quand on souhaite véritablement en fait ne pas être un poids pour ses enfants, qu'on souhaite en fait tout simplement mettre un environnement en place qui leur permette d'être véritablement eux et de fleurir dans leur plein potentiel. On a besoin en fait d'acquérir maintenant toutes ces informations, toutes ces connaissances parce qu'on les a tellement pas. Je sais pas vous, mais je pense que c'est la même chose. Je suis arrivée dans la parentalité, j'avais zéro connaissance. Zéro connaissance. J'avais lu plein de livres sur la grossesse, sur l'accouchement naturel, etc. Mais au niveau de la psychologie humaine, du développement de l'enfant, des périodes sensibles, des activités à proposer, du développement émotionnel, de la parentalité en conscience, de toutes les blessures que l'on transmet aussi à nos enfants de manière complètement inconsciente, tout ça, je n'avais aucune conscience de ça, aucune conscience. Moi aussi, j'avais même des connaissances à l'envers, genre violence éducative. Exactement. Oui, pareil Myriam, parce que je pense que tout simplement, avant d'être confronté véritablement à nos enfants, on se positionne de la même façon que nos parents se sont positionnés avec nous. Donc, on répète des violences éducatives ordinaires. Moi, j'avais déjà lu plein de livres sur les enfants, mais j'étais pas au courant que c'était aussi challengeant. Oui, c'est vrai. Pareil, je ne connaissais rien de la parentalité bienveillante, Vivana. Oui, exactement. Moi aussi, j'ai découvert ça sur le tas parce que ma fille, justement, avait des problèmes de sommeil. Enfin, moi, je pensais qu'elle avait des problèmes de sommeil. En fait, non, elle n'avait pas des problèmes de sommeil. C'est justement en lisant des livres par rapport au sommeil des enfants que j'ai compris ça. Et alors, c'est ouvert un autre monde pour moi de la parentalité bienveillante, de la parentalité positive, de la parentalité consciente, plus tard, de la pédagogie Montessori, que je n'ai pas creusé à ce moment-là parce que j'avais décidé de mettre ma fille dans une école Montessori justement pour ça, que maintenant je suis en train de creuser. Donc voilà. Ah bah voilà, Montessori Papillon, bonjour. J'espère que tu vas bien, Montessori Papillon. On parlait justement de la pédagogie Montessori. Donc voilà, donc tout simplement pour conclure sur la surconsommation, sur la course à l'information des parents au jour d'aujourd'hui,
Je ne pense pas que ça soit de la surinformation. Ah, alors, attendez, je vais recharger. Je vais mettre sur le chargeur. Voilà, je ne pense pas que ça soit véritablement de la surconsommation d'informations. Je pense tout simplement on essaye de pallier à un manque de connaissances que l'on a tellement perdu. C'est vrai ce que tu dis, c'est souvent grâce au sommeil que l'on commence à vraiment écouter les besoins de notre enfant. Oui. Pour moi, ça a été ça. Montessori papillon, oui ça va, belle pédagogie, mais je te rejoins sur ce point. Je file les filles, belle soirée. À tout à l'heure, enfin à tout à l'heure. Je sais même plus de quoi je parle. À bientôt Célia, bonne soirée. J'ai invité Graziel au moment où tu parlais de Montessori et des formations. Super. Merci Myriam. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Parce que Graziel est formatrice Montessori. Ok, super. C'est super. Donc oui, vous pouvez bien sûr vous former à cette pédagogie. Et il y a plein d'acteurs qui sont présents. Et là, on en a une, donc Graziel de Montessori Papillon. Et n'hésitez pas par rapport à ça. N'hésitez pas par rapport aux différentes zones dont je vous ai parlé à mettre ça en place parce que ça va faciliter, c'est sûr, votre quotidien. Voilà. Du coup, je ne sais pas si tu as d'autres questions, Myriam. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Si vous n'avez pas de questions, on pourra fermer le live. Sinon, posez vos questions. J'attends quelques minutes. Non, merci pour toutes ces infos concernant Montessori, concernant les espaces de jeu. De rien Myriam, de rien. Ok, mais si vous n'avez pas d'autres questions, je crois que je n'ai pas d'autre chose à dire par rapport à ça, concernant le jeu en autonomie. Oui, j'ai compris Myriam. Je regarderai le replay avec plaisir. Pas de souci, Montessori Papillon. Tu pourras regarder bien sûr le live en replay sur la page Facebook par contre. Oui, vraiment super live. Merci Myriam. Vivana, c'est ok pour moi. Merci pour ce live. Mais de rien. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bah on va arrêter le live là. Et puis on se retrouve demain du coup pour un autre live. Voilà, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée et un bon gros dodo. À bientôt!